Vous avez cliqué sur cette vidéo et vous êtes au bon endroit. Ici, nous explorons des vérités qui ne se contentent pas d'être partagées, mais qui transforment. Vous êtes prêt à découvrir des facettes insoupçonnées des relations humaines et les dynamiques qui les façonnent. Mais avant de plonger, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche. Croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune de nos futures vidéos. Maintenant, imaginez ceci. Vous êtes dans une relation, tout semble parfait au début. Mais lentement, des signaux dérangeants apparaissent. Votre partenaire semble centré sur lui-même, ou peut-être est-il attiré par le matériel, ou incapable de surmonter une insécurité profonde. Ces comportements, apparemment anodins au départ, peuvent éroder jusqu'aux fondations les plus solides. Dans cette vidéo, nous décryptons les profils toxiques qui, sous des apparences variées, peuvent transformer vos rêves relationnels en luttes émotionnelles. Que ce soit la recherche insatiable d'attention, une vision déséquilibrée de l'engagement ou une obsession pour le contrôle, chaque comportement cache des réalités complexes. Pourquoi certaines personnes agissent-elles ainsi? Comment identifier les signes avant qu'ils ne deviennent des schémas destructeurs? Et surtout, que faire pour protéger votre bien-être tout en naviguant ces eaux troubles? Ces questions brûlantes, nous allons les explorer ensemble, une à une. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous découvrirez ici pourrait bien changer votre perspective, non seulement sur vos relations actuelles, mais aussi sur la façon dont vous construisez celles de demain. Vous êtes prêts? Alors commençons. Première, la centrer sur elle-même. Imaginez entrer dans une relation avec des espoirs d'épanouissement mutuel, seulement pour découvrir que votre partenaire a une vision déséquilibrée de l'engagement. Les personnes centrées sur elles-mêmes ont souvent une mentalité réductrice. Ce qui est à moi, mais ce qui est à toi, est à nous. Cela peut sembler anodin au début, mais au fil du temps, ce comportement devient une épreuve d'endurance pour l'émotionnel, le financier et le mental. Ces individus se concentrent rarement sur le mot « partage » et cette absence de réciprocité détourne rapidement l'équilibre d'une relation. Tout tourne autour de leurs besoins, leurs priorités et leurs désirs, laissant leur partenaire constamment dans la position de devoir se sacrifier. Ce type de relation se transforme rapidement en un exercice frustrant où un seul individu porte le poids du couple. Derrière cette attitude peut se cacher une peur de la vulnérabilité ou une incapacité à faire confiance. En revanche, cela peut aussi simplement résulter d'un ego surdimensionné. Quoi qu'il en soit, pour la personne au centre, il s'agit rarement d'une remise en question personnelle. Comment reconnaître une personne centrée sur elle-même? Elle montre une aversion notable pour tout type de compromis. Ses attentes dépassent souvent ce qu'elle est prête à offrir. Elle utilise des phrases telles que « ce n'est pas à moi de faire cela » ou « tu sais que c'est ton rôle ». Prenons un exemple courant. Un partenaire qui refuse de partager les frais, insistant sur le fait que c'est votre responsabilité, tout en préservant jalousement ses propres ressources. Ou encore, une personne qui détourne constamment les conversations vers elle-même, sans jamais prêter attention à vos préoccupations. Ces signes peuvent sembler minimes au départ, mais avec le temps, ils s'accumulent et deviennent écrasants. Une relation à sens unique engendre une érosion progressive de l'épanouissement personnel. La personne sacrifiée finit par ressentir de la frustration, de la solitude et un manque d'énergie émotionnelle. Elle se sent exploitée plutôt que valorisée. La relation devient une charge plutôt qu'un espace de réconfort et de soutien. Comment réagir? Communiquer. Parlez honnêtement de vos attentes et de vos ressentis. Certaines personnes peuvent ne pas réaliser leur comportement. Fixez des limites. Ne laissez pas le déséquilibre devenir la norme. Apprenez à dire non lorsque cela s'impose. Faites une évaluation honnête. Si les choses ne changent pas, demandez-vous si cette relation vaut le sacrifice constant. En fin de compte, une relation saine repose sur la réciprocité. Il ne s'agit pas de garder des comptes sur qui fait quoi, mais d'un équilibre naturel où chacun contribue et soutient l'autre.
Se contenter d'un partenaire centré sur lui-même peut sembler acceptable à court terme, mais cela laisse des blessures durables sur le long terme. Soyez attentifs et choisissez des relations qui enrichissent votre vie au lieu de la drainer. Deuxième, la dépensière impulsive. Le plaisir de vivre dans l'instant peut être un moteur d'épanouissement, mais lorsque ce plaisir devient incontrôlé, il peut se transformer en un obstacle. La dépensière impulsive est le type de partenaire qui vit selon la devise « Je veux, donc j'ai besoin ». Cela peut sembler charmant au début. L'énergie de quelqu'un qui sait ce qu'il veut peut être attirante. Mais très vite, cette impulsivité devient épuisante. Imaginez un scénario où chaque sortie se termine par une facture exorbitante ou où les finances sont constamment tendues parce que votre partenaire achète sans réfléchir. Le problème ne se limite pas à l'argent. Il touche aussi à des questions fondamentales de respect et de responsabilité. Une dépensière impulsive peut interpréter votre travail acharné ou vos économies comme une réserve inépuisable pour ses désirs. Pourquoi ce comportement est problématique? Un stress financier accru. Vous vous retrouvez à jongler avec vos obligations tout en essayant de satisfaire ses caprices. Cela peut créer des tensions inutiles dans la relation. Un manque de vision à long terme. Une personne qui dépense sans réflexion priorise les gratifications immédiates, souvent au détriment de projets plus importants, comme acheter une maison ou épargner pour des vacances. Un déséquilibre dans la contribution. Une relation saine nécessite un investissement mutuel. Si l'une des parties est constamment celle qui donne, l'autre partie finit par se sentir exploitée. Les signaux d'alarme. Pour identifier une dépensière impulsive, posez-vous les questions suivantes. Est-elle capable de planifier un budget ou fait-elle des achats impulsifs à tout bout de champ? Montre-t-elle de l'intérêt pour vos finances en tant que partenaire ou est-ce un sujet qu'elle préfère éviter? Apprécie-t-elle la valeur des choses ou se concentre-t-elle uniquement sur leur coût immédiat? Comment naviguer dans une telle relation? Si vous êtes avec une dépensière impulsive, il est crucial de fixer des limites claires, engager une discussion honnête, parler de vos attentes financières et des limites que vous devez respecter, envisager des solutions communes. Par exemple, établissez un budget mensuel ou mettez en place des règles pour les dépenses communes. Observez les efforts. Une personne qui vous valorise fera des efforts pour changer, même si c'est progressif. Le véritable problème au-delà de l'argent, ce comportement révèle souvent un manque de responsabilité ou une vision centrée sur le présent sans considération pour l'avenir. Les relations durables reposent sur des fondations solides, y compris la gestion des ressources. Une personne qui ne respecte pas cela met en péril non seulement votre portefeuille, mais aussi votre paix d'esprit. N'oubliez pas que vous avez le droit de protéger vos ressources et votre énergie. Les relations saines impliquent un échange équilibré, et non un système où l'une des parties prend constamment sans contribuer. Soyez vigilants et ne laissez pas les dépenses incontrôlées de quelqu'un devenir votre fardeau. Troisième, la malhonnête. La confiance est une force invisible mais essentielle qui tisse le lien entre deux êtres. Lorsque la confiance est présente, elle agit comme un socle solide sur lequel bâtir une relation durable. Mais lorsqu'elle est compromise par la malhonnêteté, même dans ses formes les plus subtiles, elle devient un terreau fertile pour la méfiance et l'insécurité. Ce qui rend la malhonnêteté particulièrement destructrice, c'est qu'elle ne commence pas toujours par de grands mensonges. Bien souvent, elle se manifeste à travers de petites omissions ou des déformations de la vérité. Ces petits mensonges, bien que paraissant insignifiants, peuvent causer des fissures invisibles dans le lien émotionnel entre deux personnes. Une fois qu'un mensonge est découvert, même minime, il sème le doute. Que cache-t-on d'autre? Peut-on encore croire ce que l'on entend? Dans une relation amoureuse, ces doutes ne tardent pas à envahir les espaces les plus intimes. Une remarque anodine peut soudain être questionnée. Un simple retard devient un sujet d'interrogation. Peu à peu, une relation jadis fondée sur la transparence et la vulnérabilité devient un terrain miné, où chaque mot ou geste est scruté à la recherche de la moindre trace d'inauthenticité. Mais pourquoi ment-on, même à ceux que l'on aime? Parfois, c'est par peur de décevoir. Nous voulons préserver une image idéale de nous-mêmes,
protéger l'autre de vérités que nous jugeons trop dures ou éviter des conflits que nous percevons comme inutiles. Mais, ironiquement, c'est précisément ce désir de protection qui finit par nuire. En mentant, même avec de bonnes intentions, on érode lentement le tissu de la confiance, comme une rivière qui use la roche avec le temps. Et il y a une autre forme de malhonnêteté, plus insidieuse encore, celle que l'on pratique envers soi-même. Ne pas être honnête avec ses propres sentiments ou besoins peut mener à des comportements passifs agressifs, des frustrations non exprimées ou des attentes irréalistes. Ces non-dits s'accumulent jusqu'à ce qu'ils explosent, souvent à des moments où l'autre ne comprend pas la source réelle du conflit. La malhonnêteté, qu'elle soit intentionnelle ou non, est souvent un symptôme d'un problème plus profond. Elle reflète une peur, celle d'être vu tel que l'on est, avec ses imperfections, ses erreurs, ses désirs. Pourtant, c'est précisément dans cette transparence que réside la véritable intimité. Aimer quelqu'un, ce n'est pas aimer une illusion de perfection, mais embrasser l'ensemble de son être, dans sa complexité et son authenticité. La Bible, dans ses enseignements, met un accent particulier sur la vérité et l'honnêteté. Proverbe 12, 22 nous rappelle « Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. » Cette fidélité dont il est question ne se limite pas seulement à la fidélité conjugale, mais inclut aussi la loyauté envers la vérité et envers son prochain. L'honnêteté devient alors une preuve d'amour, une manière de dire « Je te respecte assez pour te donner la vérité, même quand elle est inconfortable. » Construire une relation honnête ne signifie pas être parfait ou tout révéler à tout moment, mais plutôt cultiver un espace où l'on peut s'exprimer librement sans crainte de jugement ou de rejet. Cela nécessite du courage, car être transparent, c'est s'exposer, montrer ses vulnérabilités et accepter que l'autre puisse ne pas toujours répondre comme on l'espère. La malhonnêteté, quant à elle, peut devenir une spirale. Un mensonge en appelle un autre, et bientôt la vérité devient presque inaccessible. Mais il est toujours possible de briser ce cycle. Cela commence par une prise de conscience, reconnaître que l'on a menti ou omis et comprendre pourquoi. Est-ce par peur, par honte, par habitude? Ensuite, il faut avoir la volonté de réparer. Cela peut être inconfortable, car admettre ses torts signifie affronter ses propres limites. Mais c'est aussi une opportunité de renforcer la relation, de montrer que l'on est prêt à faire preuve de maturité et de responsabilité. Dans ce processus, il est crucial que l'autre partie soit ouverte au pardon. La réconciliation ne peut avoir lieu que lorsque les deux parties choisissent de construire à nouveau, ensemble, avec patience et bienveillance. Comme l'écrit Paul dans Éphésiens 4:25, « Renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Ainsi, la véritable question n'est pas de savoir si l'on a déjà menti, car nous sommes tous imparfaits, mais plutôt de décider si l'on est prêt à embrasser la vérité, même lorsque cela exige du courage et de l'humilité. Car une relation honnête est bien plus qu'une simple absence de mensonges. C'est un engagement constant à rechercher la vérité et à construire un amour basé sur l'authenticité. Quatrième, la chercheuse d'attention. Dans toute relation, la quête d'attention joue un rôle fondamental. Nous aspirons tous à être vus, entendus et valorisés par la personne que nous aimons. Mais que se passe-t-il lorsqu'un partenaire semble chercher cette attention ailleurs, constamment et parfois même de manière provocante? Lorsque cette quête dépasse le cadre du couple, elle devient une source de tension, de blessures et de doutes. La chercheuse d'attention, par définition, est une personne dont le comportement reflète un besoin insatiable d'être validé par des sources externes. Cette validation peut prendre plusieurs formes: des compliments, des regards admiratifs, ou encore des interactions flirtantes qui, bien qu'apparemment innocentes, portent un poids émotionnel lourd pour le partenaire. Ce type de comportement n'est pas anodin. Il peut profondément ébranler la stabilité d'une relation en semant la confusion et la jalousie. Mais pourquoi certaines personnes ressentent-elles ce besoin constant de chercher l'approbation des autres? Souvent, ce comportement est enraciné dans des insécurités profondes.
Il peut s'agir d'une estime de soi fragilisée, où l'attention extérieure devient un miroir nécessaire pour se sentir valable. Une personne qui doute de sa propre valeur cherchera des moyens externes de se rassurer, et le flirt, aussi subtil soit-il, devient un outil puissant pour cela. Cependant, derrière ce besoin d'attention se cache parfois une peur de l'intimité réelle. Être vulnérable dans une relation exige de se montrer entièrement à l'autre, avec ses forces et ses faiblesses. Pour certains, flirter à l'extérieur offre une forme de contrôle. On attire l'attention sans jamais réellement s'engager. C'est une danse qui évite de plonger trop profondément dans la véritable connexion émotionnelle qu'exige une relation durable. Mais quel impact cela a-t-il sur le partenaire? Être en couple avec une personne constamment en quête d'attention peut être épuisant. Chaque interaction extérieure devient un sujet de préoccupation. Chaque compliment reçu par un tiers peut être perçu comme une trahison. La confiance, élément fondamental de toute relation, commence à s'effriter. Peu importe combien le partenaire donne ou rassure, cela semble souvent insuffisant face à un besoin qui ne peut être comblé que de l'intérieur. Dans ce contexte, il est important de différencier la chercheuse d'attention du simple comportement social. Être sociable, chaleureux ou charismatique n'est pas problématique en soi. Ce qui distingue la chercheuse d'attention, c'est l'intention sous-jacente et l'effet répétitif de ses actions. Lorsqu'une personne cherche constamment à capter l'intérêt des autres, au détriment de la stabilité émotionnelle de son partenaire, cela devient un signal d'alarme. Sur le plan spirituel, ce comportement soulève également des questions sur l'identité et la sécurité personnelle. La Bible nous enseigne que notre valeur ne vient pas de l'approbation des hommes, mais de notre identité en Dieu. Dans Galates 5:10, Paul écrit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Cette réflexion invite à une introspection profonde. À qui donnons-nous le pouvoir de définir notre valeur? La chercheuse d'attention, bien qu'elle puisse sembler superficielle dans son comportement, est souvent en quête de quelque chose de plus grand, une reconnaissance, un sentiment d'appartenance, ou même une tentative inconsciente de combler des blessures anciennes. Ces blessures peuvent provenir de l'enfance, d'expériences passées de rejet ou d'une absence de validation dans des moments clés de la vie. Cependant, chercher à guérir ces blessures par des moyens externes ne fait que retarder la véritable solution, une guérison intérieure. Pour naviguer dans une relation avec une personne ayant ce type de comportement, une communication honnête est essentielle. Cela implique non seulement de poser des limites claires, mais aussi d'inviter à un dialogue sur les besoins et les insécurités de chacun. Il est également important de se rappeler que ce comportement n'est pas toujours une attaque personnelle. Bien souvent, il ne reflète pas un manque d'amour pour le partenaire, mais un manque d'amour pour soi-même. Pourtant, le pardon et la patience ont leurs limites. Être dans une relation où l'on doit constamment rivaliser avec le monde extérieur pour obtenir l'attention de son partenaire peut devenir insoutenable. La fidélité émotionnelle, tout autant que la fidélité physique, est un pilier fondamental de toute relation saine. Matthieu 5:28 met en garde contre les désirs détournés en soulignant que même le simple fait de convoiter une autre personne dans son cœur peut être une forme d'infidélité. Ainsi, la quête d'attention peut être perçue comme un appel à l'aide déguisée. Elle appelle à une introspection, non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour le couple. Quels besoins ne sont pas satisfaits? Quelles insécurités demeurent non résolues? Et, plus important encore, comment reconstruire un espace où l'amour et la validation se trouvent d'abord dans la relation elle-même et non à l'extérieur? 5. La matérialiste extrême. Dans notre société contemporaine, où le succès est souvent mesuré par la richesse visible, il est facile de tomber dans le piège d'une obsession pour les biens matériels. Mais lorsqu'une personne attache une importance excessive à ses possessions, cela peut transformer non seulement sa vision du monde, mais aussi ses relations les plus intimes. La matérialiste extrême vit dans une dynamique où les objets deviennent plus importants que les gens, où l'apparence prime sur l'essence, et où les relations humaines sont reléguées au second plan, voire sacrifiées. Ce comportement ne se limite pas simplement à l'appréciation des belles choses,
ou a un goût pour le confort. Il s'agit d'une mentalité qui place la possession d'objets au cœur de l'existence. La matérialiste extrême cherche constamment à accumuler, à posséder, à afficher. Le dernier téléphone, la voiture de luxe, les vêtements de marque, tout cela devient une quête insatiable. Mais cette recherche frénétique masque souvent un vide intérieur, un besoin profond de validation ou un manque de satisfaction personnelle. Pour son partenaire, vivre avec une personne qui valorise les biens matériels au-dessus des relations peut être épuisant. Cela crée un déséquilibre constant où les émotions, les besoins et les aspirations du couple sont souvent sacrifiés pour répondre à des désirs matériels. Les choix égoïstes, dictés par cette quête de possession, deviennent monnaie courante. Une sortie romantique peut être remplacée par l'achat d'un nouvel objet. Un moment de qualité ensemble peut être éclipsé par des heures passées à planifier le prochain achat. Mais pourquoi ce comportement devient-il si destructeur pour une relation? Parce que l'amour authentique repose sur la connexion, le partage et l'attention mutuelle. Lorsque l'un des partenaires est davantage concentré sur ce qu'il possède que sur ce qu'il partage, cela crée une distance émotionnelle difficile à combler. Le partenaire peut se sentir dévalorisé, comme s'il n'était qu'un accessoire dans la vie de la matérialiste extrême, un plus dans une collection déjà bien remplie. Derrière cette obsession pour les biens matériels se cachent souvent des peurs profondes. Une enfance marquée par la privation, un besoin de reconnaissance sociale ou un sentiment de ne jamais être assez peuvent pousser une personne à se tourner vers les possessions pour combler ses manques. Dans un monde où les réseaux sociaux glorifient l'opulence et où les standards de réussite sont dictés par ce que l'on peut exhiber, il devient facile de confondre bonheur et accumulation. La Bible, pourtant, nous met en garde contre cette mentalité. Dans Luc 12,15, Jésus déclare « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Ce verset souligne une vérité intemporelle. Les biens matériels ne peuvent jamais véritablement combler les besoins de l'âme. La matérialiste extrême, en se focalisant sur ce qu'elle peut posséder, oublie ce qui nourrit réellement l'esprit et le cœur. L'amour, la gratitude, la connexion humaine et la foi. Pourtant, il est important de ne pas juger trop vite une personne ayant ce comportement. Souvent, elle ne se rend même pas compte de l'impact de ses actions sur ses relations. La matérialiste extrême peut sincèrement croire qu'elle agit pour le bien du couple ou pour un avenir meilleur, en accumulant richesse et sécurité. Cependant, cette perception peut devenir un écran de fumée qui empêche de voir les véritables priorités. Dans une relation avec une matérialiste extrême, la communication est essentielle. Cela ne signifie pas d'imposer des reproches ou des ultimatums, mais d'ouvrir un dialogue honnête sur les valeurs, les priorités et les attentes mutuelles. Quels sont les rêves du couple? Quelle place doit occuper l'argent ou les biens dans la vie commune? Ces questions, bien que difficiles, permettent de mettre en lumière les déséquilibres et d'entamer une réflexion. Mais parfois, malgré tous les efforts, il devient clair que la personne ne changera pas. La matérialiste extrême peut être tellement ancrée dans sa quête qu'elle ne voit pas le prix qu'elle paie en termes relationnels. Elle peut même aller jusqu'à sacrifier une relation précieuse pour poursuivre ses désirs matériels. Dans ces cas, il est crucial pour le partenaire de se rappeler que sa propre valeur ne dépend pas de ce qu'il peut offrir matériellement, mais de ce qu'il est en tant que personne. Sur le long terme, une relation basée sur un déséquilibre de valeurs est difficile à maintenir. L'amour véritable demande des compromis, mais aussi une compréhension mutuelle des priorités. Si les biens matériels prennent toujours le dessus, alors il devient presque impossible de construire une connexion authentique. En fin de compte, la vie elle-même nous enseigne que les possessions sont éphémères. Les objets se cassent, se démodent ou perdent leur éclat avec le temps. Mais les relations, lorsqu'elles sont entretenues avec amour et respect, peuvent résister aux épreuves et devenir une source de joie durable. Le défi pour la matérialiste extrême est de comprendre cette vérité et de réaliser que la véritable richesse ne se mesure pas en ce que l'on possède, mais en ce que l'on partage. 6. L'insécurité chronique, une prison invisible. L'insécurité est une émotion que nous avons tous ressentie à un moment ou un autre. C'est une peur humaine,
une voix intérieure qui murmure que nous ne sommes peut-être pas assez bons ou que nous risquons de perdre ce qui nous est précieux. Mais lorsqu'elle devient chronique, omniprésente, elle peut transformer une relation en un champ de bataille émotionnel où la méfiance règne en maître. L'insécure chronique, prisonnier de ses doutes et de ses peurs, finit souvent par créer une dynamique étouffante pour lui-même et pour son partenaire. Ce comportement se manifeste de plusieurs façons. Des interrogations incessantes sur votre emploi du temps, des demandes répétées de preuves de fidélité ou encore un besoin compulsif de surveiller chaque aspect de votre vie. Chaque message que vous recevez, chaque sortie entre amis ou même chaque moment de solitude peut devenir une source de conflit. L'insécurité chronique ne laisse aucune place à la spontanéité ou à l'espace personnel, car elle cherche constamment à combler un vide intérieur en tentant de tout contrôler. Derrière cette attitude se cache une peur profonde, celle d'être abandonné, trahi ou remplacé. L'insécure chronique ne remet pas uniquement en question la fidélité ou l'engagement de son partenaire, mais également sa propre valeur. Souvent, il ou elle projette ses propres insécurités sur l'autre, créant un cercle vicieux où la méfiance alimente les tensions, et les tensions renforcent encore plus l'insécurité. Pour le partenaire, cette situation peut être émotionnellement épuisante. Vivre avec une personne constamment méfiante ou envahissante érode le lien de confiance et peut engendrer un sentiment d'oppression. Il devient difficile de se sentir libre dans une relation où chaque geste ou parole est scruté. Cette dynamique peut même pousser le partenaire à se replier sur lui-même, évitant les conversations ou les activités qui pourraient déclencher une crise d'insécurité. Mais pourquoi certaines personnes tombent-elles dans ce schéma d'insécurité chronique? Bien souvent, cela trouve ses racines dans des expériences passées. Une trahison dans une relation précédente, une enfance marquée par le rejet ou l'absence de validation émotionnelle, ou encore un manque d'amour-propre, peuvent conduire à une peur constante d'être insuffisant. Ces blessures non guéries deviennent des filtres à travers lesquels la personne perçoit toutes ses relations, amplifiant chaque situation ou détail en une potentielle menace. Sur le plan spirituel, cette lutte contre l'insécurité touche à une vérité essentielle. La confiance ne peut être pleinement trouvée dans l'autre, mais doit d'abord être bâtie en soi, et pour les croyants, dans la foi en Dieu. Le psaume 56, 4 déclare « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie ». Cette invitation à chercher la sécurité dans une source plus grande que nous-mêmes est un rappel puissant que l'amour humain, bien qu'imparfait, n'a pas vocation à combler tous nos besoins émotionnels. L'insécurité chronique peut également se manifester par des comportements contradictoires. Par exemple, une personne pourrait à la fois demander de l'affection et repousser l'autre par ses critiques ou son mécontentement constant. Ce paradoxe découle souvent d'un conflit interne, un désir d'être aimé, mêlé à une peur de ne pas être digne de cet amour. Ce genre de comportement peut déstabiliser le partenaire, qui se retrouve à naviguer entre des attentes confuses et un besoin constant de rassurer. Pourtant, tout n'est pas perdu. L'insécurité chronique n'est pas une condamnation, mais un appel à une transformation intérieure. Elle demande un travail sur soi, une introspection pour comprendre d'où viennent ces peurs et comment elles influencent le présent. Parfois, cela nécessite l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller pour explorer ces blessures profondes et apprendre à les guérir. Pour le couple, le défi est d'établir un équilibre. Le partenaire de l'insécurité chronique doit pouvoir poser des limites claires, tout en exprimant une compassion sincère. Cela signifie dire « Je comprends tes peurs, mais je ne peux pas sacrifier ma liberté ou notre relation à ces doutes. » Cependant, il est également crucial pour l'insécurité chronique de reconnaître que la confiance ne peut pas être imposée par le contrôle. Elle doit être construite sur une base de respect mutuel et de guérison personnelle. La Bible offre une perspective apaisante sur cette question dans 1 Jean 4, 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Ce verset rappelle que l'amour véritable n'est pas une lutte contre la peur, mais une invitation à dépasser cette peur par la confiance et la foi. L'insécurité chronique, en apprenant à s'aimer et à se libérer de ses chaînes intérieures, peut non seulement sauver sa relation, mais aussi découvrir une paix qu'il ou elle n'aurait jamais imaginée possible.
Cependant, tout changement nécessite du temps, de la patience et un véritable engagement à transformer ces schémas de pensée. Si ces efforts ne sont pas faits, la relation risque de s'effondrer sous le poids des attentes irréalistes et des tensions constantes. L'insécurité chronique, bien qu'elle puisse sembler un simple problème de confiance envers l'autre, est avant tout une quête de réconciliation avec soi-même. 7. L'admiratrice d'elle-même. Il y a des personnalités qui illuminent une pièce en y entrant, attirant naturellement les regards et suscitant une admiration presque involontaire. Mais que se passe-t-il lorsque cette lumière devient trop vive, au point d'éclipser tout ce qui l'entoure? L'admiratrice d'elle-même, cette personne narcissique, vit dans un monde où son reflet devient une obsession. Elle s'attend à une admiration inconditionnelle, mais offre peu ou pas de réciprocité. Dans une relation avec une telle personne, la dynamique s'installe rapidement. Son univers tourne autour d'elle-même et vos besoins deviennent presque accessoires. Cela ne se fait pas toujours de manière brusque ou évidente. Au contraire, elle peut se montrer charmante, passionnée et séduisante au premier abord. Vous vous sentez attiré par cette assurance qu'elle dégage, par cette aura qui semble inébranlable. Mais sous cette façade souvent brillante, se cache un déséquilibre profond, celui d'un besoin insatiable d'être validé, sans jamais offrir de reconnaissance en retour. Le narcissisme n'est pas simplement une question d'arrogance ou d'orgueil. C'est un mode de fonctionnement où l'autre est vu comme un miroir, un moyen de refléter sa propre grandeur. Dans ce cadre, vos efforts, vos aspirations ou même vos souffrances risquent d'être ignorés. Si vous espérez construire une relation équilibrée, vous vous heurtez à un mur d'indifférence, parfois déguisé en préoccupation temporaire. Elle peut feindre de s'intéresser à vos préoccupations, mais uniquement dans la mesure où cela sert son besoin d'être perçue comme attentionnée ou généreuse. Ce qui est fascinant avec ces personnes, c'est leur capacité à manipuler subtilement les dynamiques relationnelles. Vous pourriez vous retrouver à investir toujours plus, à donner davantage, dans l'espoir de recevoir une reconnaissance qui ne viendra jamais. Cette quête de validation peut s'avérer épuisante. Plus vous vous adaptez à ses besoins, plus elle en demande, créant une spirale où vos besoins sont constamment relégués au second plan. L'admiratrice d'elle-même ne se présente pas toujours sous les traits classiques de l'ego démesuré. Elle peut aussi adopter des masques, celui de la victime, du héros ou même du mentor. Ces rôles lui permettent d'attirer l'attention et de renforcer son sentiment de supériorité. Si elle joue la victime, elle capte votre compassion. En tant que héros, elle exige votre admiration pour ses accomplissements. Et comme mentor, elle peut insister sur sa sagesse, minimisant vos perspectives et expériences. Ces masques ne sont pas forcément conscients. Souvent, ils sont le produit d'un mécanisme de défense profondément enraciné, une manière de combler un vide intérieur par l'admiration extérieure. Mais pour ceux qui partagent leur vie avec elle, la charge émotionnelle peut être lourde. Le poids de devoir constamment valider quelqu'un peut étouffer vos propres aspirations et fragiliser votre estime personnelle. Être en relation avec une telle personne peut conduire à une forme d'effacement progressif. Vous commencez peut-être par vouloir la comprendre, par tenter d'excuser ses comportements en cherchant des raisons profondes derrière son attitude. Mais plus le temps passe, plus vous pourriez vous perdre dans ce processus. La question qui se pose alors est: jusqu'à quel point sacrifier sa propre identité pour s'intégrer dans un univers qui ne laisse place qu'à une seule étoile? Vous pourriez vous retrouver à douter de vos propres émotions ou besoins, en vous demandant si ce que vous ressentez est légitime. Ce doute est souvent amplifié par les réactions de l'admiratrice d'elle-même, qui peut minimiser vos ressentis ou les tourner à son avantage. Certaines attitudes permettent d'identifier ce type de personnalité avant qu'elle ne s'enracine trop profondément dans votre vie. Par exemple, prêtez attention à la manière dont elle réagit lorsque vous parlez de vos propres succès ou défis. Si elle détourne systématiquement la conversation pour recentrer l'attention sur elle, il s'agit d'un signal clair. De même, si elle vous fait des compliments qui semblent calculés ou conditionnels. Tu es formidable, mais seulement quand tu fais ce que j'attends de toi. Cela reflète souvent une incapacité à voir l'autre pour ce qu'il est réellement, sans condition. Les interactions avec l'admiratrice d'elle-même
laisse souvent un arrière-goût de frustration ou de vide. Après une conversation, vous pourriez ressentir que tout a tourné autour d'elle et que vos propres pensées ou sentiments n'ont trouvé aucun espace pour s'exprimer. Ce déséquilibre peut être difficile à nommer au début, mais il devient évident avec le temps. Face à une telle personnalité, il devient crucial de redéfinir vos propres limites. Cela ne signifie pas nécessairement couper tout lien, mais plutôt apprendre à ne pas vous laisser absorber par son besoin incessant d'attention. Apprenez à poser des questions. Vos besoins sont-ils réellement respectés? Vous sentez-vous valorisé ou simplement utilisé comme un outil de validation? La clé réside souvent dans la reconnaissance. Reconnaître les schémas qui se répètent et accepter que vous ne pouvez pas changer cette personne, aussi grande soit votre volonté. L'admiratrice d'elle-même ne changera que si elle décide d'examiner son propre comportement, un processus qui demande souvent une prise de conscience profonde et des années de travail sur soi. En attendant, il vous revient de préserver votre espace, de réaffirmer votre valeur et de ne pas laisser votre lumière s'éteindre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. 8. La non-impliquée. Il existe des relations où tout semble suspendu dans une zone floue, une sorte de demi-mesure qui défie les attentes et nourrit l'incertitude. La non-impliquée est cette personne qui, d'emblée ou subtilement, affirme qu'elle n'est pas prête à s'engager. Pourtant, elle reste présente, occupant un espace dans votre vie sans jamais en prendre pleinement part. Lorsque quelqu'un annonce explicitement ou implicitement qu'il n'est pas prêt à investir émotionnellement dans une relation, cette déclaration mérite toute votre attention. Pourtant, beaucoup choisissent de l'ignorer, espérant que le temps ou leur amour pourra combler cette absence d'engagement. Mais ce refus de voir les choses telles qu'elles sont peut s'avérer être une route semée de désillusions. Ce qui rend la non-impliquée si difficile à cerner, c'est qu'elle ne ferme jamais totalement la porte. Elle peut montrer des signes d'affection, partager des moments intimes, ou même faire des projets à court terme, mais sans jamais offrir la stabilité ou la clarté que vous recherchez. Cela crée une dualité. D'un côté, elle vous donne suffisamment pour que vous restiez investi, mais de l'autre, elle maintient une distance émotionnelle ou pratique. Cette ambivalence peut être déroutante. Vous vous retrouvez à analyser chaque mot, chaque geste, dans l'espoir de décoder ses véritables intentions. Est-ce qu'elle a peur de s'engager à cause de blessures passées? Est-ce qu'elle attend que vous prouviez davantage votre valeur? Ou bien est-elle simplement honnête sur le fait qu'elle n'est pas prête? Ces questions peuvent tourner en boucle, capturant votre esprit dans un cycle de doute et de spéculation. Pourquoi une personne choisit-elle de rester dans une relation sans vouloir s'y investir? Les raisons peuvent être variées. Parfois, il s'agit de blessures non résolues, des déceptions passées ou des peurs profondes qui rendent l'idée d'un engagement durable intimidante. D'autres fois, il s'agit simplement d'un choix personnel. Elle ne cherche pas une relation sérieuse, mais apprécie la compagnie et le confort qu'une connexion légère peut offrir. La non-impliquée peut également être motivée par un certain égocentrisme. Elle souhaite tirer profit des avantages émotionnels ou physiques d'une relation, mais sans avoir à faire face aux responsabilités ou aux compromis qui accompagnent un véritable partenariat. C'est une situation où les besoins de l'autre sont relégués au second plan, souvent sans mauvaise intention, mais avec des conséquences bien réelles pour la personne qui espère plus. Le plus grand piège de ce type de relation est l'espoir. Lorsque vous investissez émotionnellement dans une personne non impliquée, vous vous accrochez souvent à des indices ou des moments qui semblent prometteurs. Une soirée où elle a été particulièrement attentive, un message inattendu ou un geste affectueux peuvent être interprétés comme des signes qu'elle est sur le point de changer. Mais ces instants, bien qu'agréables, ne suffisent pas à compenser l'absence de véritable engagement. Ils créent une illusion de progrès, un mirage qui vous pousse à rester et à attendre encore un peu plus. Pendant ce temps, vos propres besoins émotionnels et aspirations peuvent s'éroder comme une rivière qui s'assèche lentement faute de source. Certaines attitudes permettent d'identifier une non-impliquée avant de trop investir dans la relation. Par exemple, si elle évite systématiquement les conversations sérieuses sur l'avenir ou change de sujet lorsqu'il est question de définir la nature de votre relation, cela reflète souvent une réticence à s'engager. De même, si elle maintient une distance émotionnelle,
ne partageant que très peu de ses pensées ou de ses vulnérabilités, cela peut être un indicateur clair qu'elle n'est pas prête à se dévoiler pleinement. La non-impliquée peut également jongler avec les paradoxes. Elle peut exprimer son affection d'une manière qui semble sincère, tout en prenant soin de préciser qu'elle ne veut rien de sérieux. Cette dichotomie peut semer la confusion et vous amener à remettre en question vos propres attentes et désirs. Être dans une relation avec une non-impliquée peut avoir un impact profond sur votre estime personnelle. Vous pouvez commencer à vous demander si vous êtes suffisant pour qu'elle veuille s'engager. Cette remise en question, bien que naturelle, peut devenir destructrice si elle n'est pas contrôlée. Il est important de se rappeler que le manque d'engagement de l'autre n'est pas nécessairement un reflet de votre valeur. Il s'agit souvent d'un choix ou d'une incapacité personnelle de sa part qui n'a rien à voir avec vos qualités ou votre potentiel en tant que partenaire. Lorsque quelqu'un affirme qu'il n'est pas prêt à s'engager, la meilleure chose que vous puissiez faire est de l'écouter. Beaucoup font l'erreur de penser qu'ils peuvent changer cette personne, que leur amour ou leur patience suffira à combler ce manque. Mais ce type de relation nécessite une réflexion honnête. Êtes-vous prêt à accepter cette situation telle qu'elle est, ou êtes-vous en train de vous battre contre une réalité que vous ne pouvez pas changer? Au final, la clé réside dans la clarté et l'authenticité envers vous-même. Vous méritez une relation où vos besoins, vos sentiments et vos aspirations trouvent un écho véritable, sans avoir à constamment jongler avec l'ambiguïté ou l'incertitude. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette exploration des dynamiques relationnelles complexes. Si cette vidéo vous a éclairé ou aidé à mieux comprendre certaines situations que vous vivez ou que vous avez vécues, n'oubliez pas que la première étape pour bâtir des relations saines est la connaissance de soi et des autres. Mais ne vous arrêtez pas là. Passez à l'action. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, car parfois, une simple information peut transformer une vie. Si vous avez trouvé nos réflexions utiles, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Nous allons continuer à creuser ces sujets pour vous fournir des outils concrets afin de mieux naviguer dans les relations et la vie en général. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, quelles expériences ou leçons avez-vous tirées des relations complexes? Partager vos histoires peut non seulement aider les autres, mais aussi renforcer cette communauté où nous apprenons ensemble. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous méritez des relations qui nourrissent votre âme et non qui l'épuisent. À très bientôt dans une prochaine vidéo.